Bonjour Rodolphe Carte. Bonjour Richard. Alors, vous avez écrit un livre, De quoi Louis Sarkozy est-il le nom, qui vient de paraître aux éditions Perspective Livre. Enfin, il vient de paraître Il y a quelques mois. voilà, il y a quelques mois, voilà. Et donc, vous flairiez effectivement que le futur maire de Menton, peut-être, avait l'air d'être propulsé sur la scène française et qu'il y avait vraisemblablement autre chose derrière lui que son seul talent. Nicolas Sarkozy vient de se rappeler d'une manière éclatante à l'opinion publique française, d'une manière qui est un peu surprenante. C'est-à-dire, d'un côté, tous les Français jugent que ce qui lui est arrivé, enfin la majorité des Français jugent que ce qui lui est arrivé n'a pas été volé, et d'autre part, on assiste à une mobilisation incroyable de tous les soutiens officiels et inattendus de Nicolas Sarkozy, qui nous explique que Nicolas Sarkozy est un paragon de vertu, assassiné en plein vol de gloire par une justice de gauche. Alors évidemment, c'est un... comment dire, c'est un récit qui pourrait nous plaire sur Radio Courtoisie, mais en fait, on n'est pas totalement convaincu que Nicolas Sarkozy soit un phénix. Et je ne sais pas si vous avez écouté Jonathan Sturel, qui hier nous rappelait l'excellente déclaration de monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, sur une politique en faveur de l'égalité des chances et de la promotion de la diversité, prononcée à Paris le 17 décembre 2008, et où il appelait avec des accents lyriques au métissage de la France. Donc voilà, entre ça et 2007, autrement dit la trahison absolue du référendum de 2005, on n'est pas totalement... Et on pourrait encore continuer la liste. D'ailleurs, dans ce livre sur Louis Sarkozy, je m'étais renseigné sur ses parents, tout simplement. Et c'est vrai que j'avais refait, en tout cas, des enquêtes, ou en tout cas, j'avais remené une petite enquête sur Nicolas Sarkozy. Et comme vous le dites, là, on n'a que la surface. En plus de ces trahisons, on peut bien sûr évoquer la vente d'or, on peut évoquer aussi la suppression du crime de haute trahison, aussi, ce qui est intéressant. On peut vraiment continuer comme ça la liste qui est interminable de toutes ces trahisons. Donc c'est pour ça que oui, on est un peu surpris de ce décalage, comme vous l'avez très bien dit, entre une partie de la population qui, se satisfait de ce rendu de justice, et aussi une autre grande partie qui est absolument, indifférent. Là, on retombe sur les enquêtes, j'ai envie de dire, de Jérôme Fourquet, qui montrent ce décalage entre une dépolitisation générale et aussi, j'ai envie de dire, une parenthèse dégagiste qui revient un peu comme en 2017. Et d'ailleurs, l'un de mes prochains travaux, ou en tout cas mon prochain livre, est sur Jean-Luc Mélenchon. Et disons que Jean-Luc Mélenchon a une certaine prescience sur l'atmosphère de l'époque. Et il est revenu tout récemment dans une nouvelle, on va dire, parenthèse populiste, comme il avait essayé de le faire en 2017. Et c'est vrai que Mélenchon, lui, comprend en tout cas qu'il y a un dégagisme général qui transcende le clivage un peu réducteur droite-gauche, même s'il est prégnant, bien évidemment. Mais par contre, oui, on a un peu un sentiment comme ça de... oui, on est un peu mal à l'aise vis-à-vis de ce jugement, parce que comme vous l'avez dit, bien évidemment que le gouvernement des juges, il est à dénoncer. Et d'ailleurs, moi qui suis rédacteur pour la revue Éléments, l'un de nos tout derniers numéros était sur ce gouvernement des juges. C'est vrai que c'est une chose à dénoncer, c'est une chose à analyser, à critiquer, mais par contre, on ne peut pas passer, j'ai envie de dire, comme ça, d'un revers de la main, le bilan de Sarkozy. Sarkozy a été l'un des pires présidents de la République française, a été un traître à la France, et c'est vrai qu'on est comme ça un peu dérangé, en tout cas, par cet unanimisme, en tout cas qu'on retrouve dans une certaine partie de la droite officielle, bon chic, bon genre. Et c'est vrai que nous, on est un peu dérangé en tant que Français, en tant que patriotes français. Cet engouement derrière la victime Sarkozy nous dérange. Alors, Nicolas, à Louis, l'arnaque continue. Et quel continuum, comme dirait une féministe, établissez-vous entre le père et le fils ? Quand je me suis réintéressé aussi à la figure de Nicolas Sarkozy, il ne faut pas oublier qu'en 2010-2011, on a le scandale des Wikileaks. Et le scandale des Wikileaks nous révèle que Nicolas Sarkozy est en lien déjà à l'époque avec l'ambassade des États-Unis. En tout cas, l'ambassade des États-Unis en fait leur prochain champion pour les élections présidentielles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy donne des gages aussi au pouvoir américain en disant que, par exemple, il était contre le discours de Nicolas de Villepin en 2003 contre l'intervention en Irak. Il leur donne des gages sur son atlantisme, aussi sur son européisme, sur le fait qu'il soit vraiment un partenaire, un allié comme ça des États-Unis. Et c'est vrai qu'on retrouve cette filiation avec Louis Sarkozy qui a fait ses études aux États-Unis, une école universitaire américaine militaire. Là aussi, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que j'ai un chapitre
intitulé dans mon livre Le fils qui a réussi à accomplir le rêve de son père, parce que souvent à l'époque on disait que Sarko c'est Sarko l'américain, on le surnommait comme ça, et c'est vrai que le fils, Louis Sarkozy, a réussi quelque part à accomplir ce rêve, et c'est vrai que ces dynasties françaises, ou en tout cas ces dynasties politiques, elles sont toujours assez intéressantes à analyser, parce qu'on a connu des grandes dynasties, j'ai envie de dire bien évidemment avec la monarchie en France, mais même avec la République, avec les Carnot par exemple, qui était une grande dynastie républicaine, ou même avec les Debré plus récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette dynastie des Sarkozy est à l'image un peu, j'ai envie de dire, de notre République vermoulue, c'est-à-dire une République décadente, oclocratique, enfin pas oclocratique, mais plutôt népotique, avec vraiment des renvois d'ascenseur, parce que... L'oclocratie, c'est le gouvernement des médiocres, hein, pour ceux qui voilà. ne maîtrisent pas l'élément dans le texte. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que oui, en tout cas, le sentiment que nous renvoie, surtout avec la réception d'une partie du peuple, j'ai envie de dire, c'est qu'on a vraiment l'impression d'un affrontement de clans au sein d'une même caste. C'est peut-être une différence avec Marine Le Pen, parce qu'on a essayé de nous vendre aussi l'affiliation avec Marine Le Pen, qui va peut-être être possiblement aussi victime, dit, du gouvernement des juges, mais c'est que Nicolas Sarkozy, pardonnez pour cet anglicisme, est un insider, en tout cas fait partie du système entièrement. Alors Marine Le Pen, est-ce qu'elle en fait partie? Ça, c'est une autre discussion, mais par contre, elle a quand même cette évocation, ou en tout cas cette image dans le peuple d'une possible politique de rupture, alors que comme on l'a vu avec son quinquennat, Nicolas Sarkozy a été une politique de continuité justement de cette soumission aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'atlantisme forcené en manière géopolitique. Alors, Nicolas Sarkozy est soumis aux États-Unis, on l'a bien vu. Le fils de Nicolas Sarkozy se retrouve pris dans un tourbillon qu'il n'avait pas imaginé. Il arrive en France, il s'installe dans une partie des médias de droite, devient un éditorialiste apprécié ou non, mais en tout cas capable de prendre la parole. Et il est venu sur Radio Courtoisie. Bref, c'est un jeune homme bien sous tous les rapports, d'une certaine manière. Et il a brusquement, il nous apprend qu'il vise la ville de Menton, ce qui est un peu surprenant. Là, voilà, on n'a pas l'impression que Menton soit vraiment le point d'ancrage de ce clan Sarkozy. Et là, il est obligé de défendre son père. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont Louis Sarkozy prend la défense de Nicolas ? Je trouve ça plutôt louable. Quelque part, la défense d'un fils pour son père, moi je ferais exactement la même chose dans sa position là-dessus. Je trouve que c'est plutôt une chose à mettre à son crédit. Exactement. Mais j'ai envie de dire qu'il est même allé plus vite que ce que je pensais. Au moment où je m'intéresse à son cas, c'est vrai, comme vous l'avez très bien dit, il devient éditorialiste, ou en tout cas intervenant chez LCI, qui est aussi la chaîne de son parrain de baptême, Martin Bouygues. Il devient aussi en même temps éditorialiste chez Valeurs Actuelles. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au lancement de la nouvelle version de Valeurs Actuelles, au moment où donc Louis Sarkozy fait son premier éditorial, la couverture est Bruno Retailleau. Parce qu'un des fils rouges aussi de mon livre, c'est de montrer à quel point Louis Sarkozy entre dans un système, via son père, via les réseaux de son père, bien évidemment, mais que lui, il va aussi être, le chevalier servant de Retailleau. En tout cas, il prépare Retailleau, il le défend. D'ailleurs, le premier entretien qu'il fait avec le média belge 21 News, un média pour lequel il travaille, est un podcast avec justement Bruno Retailleau. Donc on voit qu'il y a vraiment, un système, parce que ça aussi... à mon avis, beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est en dehors du monde politique, ou en tout cas qu'il a été expulsé, justement. Absolument pas. Il continue d'être un homme de pouvoir, d'être un homme de réseau, d'être un homme de cabinet, ou en tout cas... Sébastien Lecornu est allé le voir il y a quelques semaines. Donc personne ne va voir des ringards. Exactement. Et dans mon livre, justement, j'insiste sur le fait que si Louis Sarkozy sert, entre guillemets, la cause de Bruno Retailleau, Nicolas Sarkozy, lui, sert la cause de Darmanin. Dans son dernier livre, Le temps des tempêtes, qui est sorti en 2023, Sarkozy vante justement le mérite ou les mérites de Darmanin. Donc on voit que la famille Sarkozy, la galaxie Sarkozy continue à tirer les ficelles, ou en tout cas à avoir un certain pouvoir hégémonique sur une certaine droite. Donc voilà, c'est des choses à avoir en tête. Et c'est vrai que oui, Louis Sarkozy, comme je vous l'ai dit, il est allé même beaucoup plus vite que ce que je pensais. Il est devenu aussi éditorialiste chez BFM TV, donc on voit vraiment qu'il prend une importance médiatique. Et là, peut-être une chose qui est peut-être encore plus importante, c'est son passage aussi dans la presse dite people, médias, gala,
Paris Match, où on voit des longs reportages sur sa vie personnelle. C'est pas des choses anecdotiques du tout, ça. Gala, c'est le journal qu'on a sur notre table, peut-être pas de médecin, mais en tout cas à son salon de coiffure. Voilà, exactement. Et c'est quand même quelque chose qui prépare en tout cas une partie du peuple à voir la personne, à entendre son nom. Et ça, c'est pas anodin, il n'empêche. Et comme je vous l'ai dit, oui, sa candidature à la mairie de Menton m'a un peu surpris parce que je trouve qu'il va très vite. Mais ce qui est plus intéressant, ça a été une de ses déclarations en off où il disait aujourd'hui maire de Menton, demain ministre de Retailleau et après-demain président de la République. Donc on voit que déjà la route est déjà toute tracée. Ou en tout cas, celle qu'il espère. Alors, cette route toute tracée, c'est en même temps une ascension un peu contrariée parce que Nicolas Sarkozy, donc président de la République, espérait revenir et en fait ne réussit pas à être le candidat de la droite, donc il se fait éliminer aux primaires et depuis, voilà, il y a... alors, je me dirais un acharnement judiciaire, c'est certain, parce que par rapport à toutes les personnes que la justice pourrait poursuivre, Jean-Luc Mélenchon, ne serait-ce que pour ne citer qu'un nom, qui lui aussi a quelques assistants parlementaires attachés comme des boulets à son pied, mais qui justement boulets très facile à traîner puisque la justice n'en fait rien. Nicolas Sarkozy est empêché dans son ascension et voilà, il ne reviendra sans doute jamais comme président de la République. Est-ce que le fils Sarkozy va hériter non seulement du réseau du père mais aussi du passif du père ? Ça, c'est évident. Son nom, c'est à la fois une chance mais aussi un fardeau, comme vous l'avez très bien dit. Mais avoir d'emblée une porte d'entrée justement dans ces réseaux, on ne se rend pas à quel point... Enfin, on ne se rend pas à quel point compte, c'est un accélérateur aussi de carrière politique. Alors comme vous dites, il y a aussi la barrière, on va dire, populaire, électoraliste, pourquoi pas, on va voir comment ça va se passer à Menton. Mais peut-être, moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'est qu'une partie, justement, de la droite, on va dire, officielle, a essayé de nous vendre la défense du candidat Sarkozy, du soldat Sarkozy, comme un possible mythe mobilisateur pour faire une union des droites. J'ai envie de dire, si à droite, on en est à devoir fonder notre mythe mobilisateur politique sur la défense d'un homme qui a été un véritable ennemi de la France, je me demande à quel point la droite française aujourd'hui est tombée bas, si vous pouvez me permettre. Donc voilà, c'est des questions dont je me pose. Mais par contre, Louis Sarkozy, après, de manière politique et idéologique, on va dire que c'est un libéral conservateur, bon chic, bon genre, qui est plutôt doué. Moi, je le trouve plutôt doué. J'en fais plutôt son éloge. Comparé, j'ai envie de dire, au personnel politique actuel, il est d'un niveau supérieur. Alors, des fois, il se prend peut-être de manière un peu caricaturale. Quand vous comparez à Sébastien Deloglus ou Émeric Caron. Mais voilà, donc exactement. Juste. C'est un livre, bien évidemment, critique sur la ligne de Louis Sarkozy. Mais par contre, il faut lui reconnaître aussi certaines qualités, une certaine élocution, une bonne élocution. À mon avis, il se prend peut-être un peu trop au sérieux comparé à son âge. Mais par contre, il a, à mon avis, un avenir assez intéressant parce qu'il incarne cette ligne, on va dire, libérale conservatrice, un poil décomplexée. Et aujourd'hui, on se rend compte, que ce soit en France ou même dans le reste de l'Europe, que les libéraux conservateurs, donc ce flotteur droit du bloc central, se rend bien compte qu'aujourd'hui, la voie est plutôt au populisme, on va dire, teinté de cause identitaire. En tout cas, on a vraiment un retour, comme ça on l'a vu avec l'AfD en Allemagne, on l'a vu aussi en Roumanie. Et justement, l'une des dernières digues, justement pour qu'il n'y ait pas cette politique de rupture et qu'on n'arrive pas sur des candidats dits populistes, c'est que le centre droit, serre un peu les vis sur la question de l'immigration, sur la question sécuritaire. Et ça, par exemple, on l'a déjà vu avec Merckx ou avec Mélanie, on voit que souvent, c'est un peu une chimère, parce que si, bien évidemment, on a un tour de vis sur l'immigration illégale, ce qui est très bien, on voit que derrière, l'immigration légale explose. Donc voilà, à mon avis, Louis Sarkozy, c'est une énième arnaque qu'on va essayer de nous vendre dans les années à venir pour pas qu'advienne, ou en tout cas pour retarder cette politique de rupture qu'on attend tous, politique de rupture peut-être incarnée par le Rassemblement national en France, mais en tout cas qu'on voit partout comme ça et s'aimer, en tout cas en Europe. Il y a aussi, dans le cas du fils Sarkozy, la question de l'héritage, parce que il hérite les réseaux de son père, il hérite le nom de son père, il en hérite la notoriété. Très bien, tout ça. Mais il en hérite aussi la mauvaise image que Nicolas Sarkozy peut avoir. Mais et on va aussi lui poser la question, justement, de sa filiation
intellectuelle et politique. Voilà. Ce Nicolas Sarkozy qui, en 2008, nous explique qu'il faut absolument métisser la France. Ce Nicolas Sarkozy qui est totalement atlantiste. Ce Nicolas Sarkozy qui est totalement européiste. Autrement dit, ce Nicolas Sarkozy qui fait tout pour que la France disparaisse, qui prétend, on ne sait pas pourquoi, être un président de droite et qui a été celui qui a fait le plus d'ouverture à gauche possible dès qu'il a été nommé président. En quoi est-ce que le fils Sarkozy va-t-il devoir se sentir redevable du père Sarkozy? Alors, il y a vraiment une continuité idéologique sur tous les points que vous avez cités. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, le fils comprend aussi que l'air, ou en tout cas l'atmosphère de l'époque, a changé tout de même sur certains points. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la campagne américaine, là où on l'a découvert, parce qu'il est devenu donc intervenant sur les plateaux de LCI, il a pu se faire un soutien assez assumé de Donald Trump. Mais par contre, la pierre d'achoppement ou le moment où justement il a fait rupture avec Donald Trump, c'est sur le conflit russo-ukrainien, où il a critiqué les positions, disons pro-russes, mais là aussi je caricature, mais en tout cas certains passages comme la rencontre avec le président Zelensky, très dur, vous vous en souvenez dans le bureau ovale. Et là par exemple, il avait, montré qu'il s'alignait complètement en prenant un narratif, ou en tout cas un récit pro-ukrainien. Donc on voit qu'il s'il réussit à avoir quelques ruptures avec son père idéologique en étant plus dur, même si sur la doctrine de métissage, par exemple, dont vous avez cité le discours de 2008, il reprend les éléments de langage. Là-dessus, il y avait un article du GDD qui était très intéressant, où il y avait cette citation de Louis Sarkozy, qui je veux dire, sans ambiguïté, il avait dit « Si dans 4 siècles, la population de la France est de la couleur de mon café, mais qu'elle boit du vin et qu'elle paye des impôts, ça me va. » Bon, évidemment que nous, en tout cas, ça nous va absolument pas, justement, ce destin. Donc voilà, il y avait vraiment une continuité, mais par contre, il a quelques points de rupture. Par exemple, il est pour la dépénalisation aussi de la drogue. Il est plutôt pro-GPA, pro-PMA. On voit qu'il a vraiment aussi un logiciel complètement anglo-saxon libertarien. Ça, c'est peut-être aussi une différence générationnelle avec son père. Il y a une continuité idéologique, mais il y a quelques décalages, notamment sur la question des libertés, sur la question de la dépénalisation de la drogue ou de la GPA et de la PMA. Mais par contre, oui, on voit aussi que, j'ai envie de dire, le gros du logiciel idéologique de nos élites depuis des décennies est là. Il est néoconservateur, il est libéral, ou en tout cas libéral dans un mauvais sens, dans un sens de désindustrialisation, d'ouverture des frontières, de liberté des marchés sans frein. Donc oui, là-dessus, il y a une continuité, mais à la fois une petite rupture. Il s'adapte aussi avec son temps, en tout cas, il est à l'écoute aussi de son époque. Il est à l'écoute de son époque. Je reçois avec plaisir Rodolphe Carte qui a écrit « De quoi Louis Sarkozy est-il le nom ?» pour parler de l'arnaque continue entre Nicolas et Louis. Tout à l'heure, Arthur de Vatrigan nous rejoindra pour faire son éditorial et continuer cette discussion avec Rodolphe Carte. Lequel des deux tapera le plus fort sur Nicolas? C'est un match sévère qui s'annonce. Rodolphe Carte, vous nous dites qu'il a l'ensemble des défauts de l'élite, des défauts intellectuels de l'élite, et vous y ajoutez le fait qu'il est sensible à l'époque en citant notamment 2 choses, GPA et PMA. On a l'impression en fait que Louis Sarkozy est exactement comme une partie de ces gens de droite qui nous expliquent que aucun combat sociétal cher à Emmanuel Macron, Gérard Larcher et d'une manière générale tous ceux qui veulent le bonheur de la France à coup d'euthanasie n'est à mener parce que l'opinion étant acquise à cette culture de mort, à cette culture de jouissance personnelle, à cet esclavage que représente la GPA, voilà, il n'y a pas de raison en fait d'expliquer que la civilisation occidentale et chrétienne en fait est un peu contre l'esclavage, est un peu en faveur de la vie. Donc Nicolas Sarkozy était le fruit de son époque dans son américanisme et son européisme, et vous me dites que Louis Sarkozy participe des mêmes péchés originaux et il rajoute en plus tous ceux que l'époque a charriés. Qu'est-ce qu'il y a à sauver chez Louis? Et en plus, je dirais qu'il se trompe complètement sur une certaine vision, ou en tout cas une certaine voie sur laquelle est en train de s'engager le Trumpisme. Le Trumpisme, c'est un article intéressant qui est sorti il me semble, il y a 2 numéros de la revue Éléments de notre collaborateur Gabriel Pignès, spécialiste des questions américaines, et qui montrait très bien qu'on a aussi une bascule avec le second mandat Trump, et avait une rupture dans la politique américaine, notamment conservatrice, où à l'époque, vous savez, on avait cette doctrine idéologique du fusionnisme, où on mélangeait la doctrine économique libertarienne et aussi la doctrine, on va dire, très lâche, en tout cas conservatrice sur les questions sociétales. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un renversement, d'ailleurs c'est un renversement
qui s'accompagne aussi avec un changement religieux. On a de plus en plus de catholiques qui arrivent dans les hautes sphères du pouvoir américain. Et on voit qu'il y a un changement à ce niveau-là et qu'il y a une revendication populiste assumée d'aller contre un système, mais j'ai envie de dire contre un système dans toute sa totalité. On voit sur les dossiers de Big Pharma, par exemple, avec Kennedy. On voit aussi sur les dossiers, là aussi c'est intéressant, conservateurs, comme vous l'avez dit, sur l'avancée de la GPA, de la PMA, où on a vraiment des positions assumées d'offensive et aussi une volonté de rupture, à mon avis, qui est assez intéressante dans les années à venir pour les droites françaises, mais aussi européennes, une rupture générale assumée avec le pouvoir des juges, les médias centraux et on va dire une certaine intelligentsia ou en tout cas le Parti démocrate général qu'on pourrait qualifier en France de bloc central, si vous voulez, du PS jusqu'au LR. Donc c'est à mon avis assez intéressant qu'on ait cette perspective qui émerge aux États-Unis et ce qui est intéressant encore plus, c'est que c'est un peu une rencontre entre une certaine élite et le peuple contre les corps intermédiaires dont je vous ai cités, les juges, etc. Et c'est vrai que Louis Sarkozy, par exemple, avec son nouveau libéralisme-conservatisme, ne rejoue absolument pas cette carte, ou en tout cas ne reprend absolument pas cette carte. Il est dans la continuité. Alors, il gonfle un peu les biceps, comme je vous l'ai dit, idéologiquement, sur certains sujets comme l'immigration illégale ou même la sécurité, mais on voit aussi qu'il y a même, j'ai envie de dire, une erreur d'analyse de sa part et qu'à mon avis, là-dessus, cette parenthèse qui est en train d'émerger aux États-Unis, elle est intéressante. Bien évidemment, on n'a pas à la singer en France parce qu'on a une tradition et une culture qui fait que justement, on ne peut pas faire ce passage directement. Mais à mon avis, cette parenthèse qui est en train d'émerger, ce nouveau populisme, nous donne quelques cartes à jouer et nous donne quelques idées, même si bien évidemment, il faut l'adapter à notre situation française. Alors, Louis Sarkozy, maire de Menton, voilà, la séquence de son père est en train de grimper vers son dénouement dramatique, le moment où il rentrera menottes aux mains, tête haute, sans avoir trahi la France. Je cite avec beaucoup d'ironie les propos de Nicolas Sarkozy en prison, et les municipales démarrent derrière. Et est-ce que les gens de Menton ont applaudi à l'idée de cette candidature ? Est-ce qu'on sent que le pays des citrons est prêt à faire en sorte que Louis Sarkozy ait un accueil triomphal dans la bonne ville de Menton? Oh, je ne doute pas qu'il a fait une étude un peu sociologique et électoraliste de son possible électorat à Menton avant de s'engager là-bas. Et d'ailleurs, moi j'étais allé voir il y a quelques semaines un groupe militant pour faire une conférence dans le Sud. Et bien avant l'annonce de sa candidature, les militants m'avaient dit que déjà Louis Sarkozy rencontrait les patrons. Donc il avait vraiment déjà une stratégie mise en place. Il a profité à mon avis de certains réseaux aussi pour avoir accès comme ça aux décideurs. Là-dessus, je sais que, on va dire, l'électorat du sud, du sud-est est souvent assez ancien, ou en tout cas assez âgé. C'est souvent des personnes qui sont des libéraux conservateurs, parfois un peu durs sur les questions sécuritaires. Donc, à mon avis, il a là un terrain qui lui est plutôt favorable. Quant à la réception sur le marché le samedi matin, c'est vrai que ça pourrait être intéressant à faire. Mais comme je vous l'ai dit, là aussi, il faut sortir aussi parfois de nos bulles, on va dire, ultra militantes et ultra connectées, qui sont la sphère politique, mais aussi les réseaux sociaux, et voir que dans une grande majorité des cas, les gens sont à la fois très indifférents aussi à ce qui se passe. Pour eux, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une guerre de clans, de la caste, du système politico-médiatique. Et aujourd'hui, il y a comme une volonté, ou en tout cas, non, c'est pas une volonté, mais disons une mise à distance claire et nette vis-à-vis de tout ce monde qui, pour eux, n'est qu'un monde de corrompus et un monde à renverser. Alors oui, là-dessus, il faudrait voir sur le marché comment c'est reçu, mais il va avoir, à mon avis, de tout. Des gens qui vont lui envoyer, bien évidemment, quelques remarques sur son père. D'autres, il aura un soutien. On sait qu'il y a tout un électorat aussi qui soutient ardemment dans le sud-est, mais aussi toute une personne qui s'en fiche tout simplement. Et d'ailleurs, les élections municipales sont toujours assez, assez spéciales. Elles sont aussi différentes de la politique nationale. On sait que c'est souvent des politiques qui concernent dans la vie de tous les jours les gens, donc ils sont souvent un peu en décalage avec la politique nationale. Donc oui, pourquoi pas. Je sais, là-dessus, il faudrait voir. Je ne peux pas vous dire une Alors, et à exact. votre avis, quel est le principal écueil que Louis Sarkozy va rencontrer dans sa résistible ascension ? Le fait que ce soit entre guillemets un parachuté, même si bien évidemment ça n'a rien à voir avec les élections législatives, mais c'est souvent quand même quelque chose. Après, je ne connais pas trop cette région pour savoir comment c'est, mais par exemple, moi qui suis originaire de la Savoie, disons qu'une personne qui arrive de l'extérieur, qui n'a pas constitué sa vie, sans avoir forcément tous ses ancêtres au cimetière à l'endroit où il va essayer de s'investir, ça peut être un frein.
Donc là-dessus, je sais absolument pas la situation dans Menton, mais je sais que par exemple dans mon coin, à Haute-Savoie, si vous vous présentez à l'élection municipale, mais que vous n'avez pas, comment dire, un certain nombre d'ancêtres au cimetière, ou alors que vous êtes inscrit véritablement dans la vie politique et intérieure du village, c'est vrai que c'est un empêchement direct. Mais par contre, il a quand même pour lui les réseaux, les médias qui vont parler de lui, qui vont lui donner une certaine caisse de résonance. Et c'est vrai que ça, parfois, des petits candidats, même locaux, ne l'ont pas, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Rodolphe Carte. Restez avec nous. Arthur de Vatrigan va nous parler de la vie politique française et après nous reprendrons ce sujet Sarkozy. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Richard de 16. Vous avez été excellent hier sur Restons Courtois. J'espère que ce matin, vous atteindrez les mêmes sommets. Ça va être dur, je suis pas du matin. Bon, on va continuer sur Sarkozy parce que c'est quand même... C'est mon chouchou en ce moment. Bon, petit quiz. La justice, c'est comme la Sainte Vierge, on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. C'est dans quel film Pile ou face avec Philippe Noiret et Michel Audiard. Alors, les juges, on les voit beaucoup, mais la justice, le problème, c'est de la voir. Ça signifie qu'elle doit apparaître comme bien rendue. Et je rappelle qu'elle est rendue au nom du peuple français. C'est-à-dire que le minimum, c'est quand même d'expliquer 2-3 décisions, ce qui n'est jamais le cas. Puis peut-être aussi rendre des comptes. Et quand on voit dans les études d'opinion que les 2 tiers des Français ne lui font pas confiance, on pense que le doute s'est installé depuis longtemps. Et certains même se demandent au nom de qui elle est rendue. Or, quand une société croit plus en l'institution judiciaire, généralement, ça termine assez mal. Alors, le cas Sarkozy, ça c'est ma petite lubie, c'est assez intéressant. Alors, comme partout, il faut séparer l'homme de l'artiste, même si je conviens que c'est pas évident avec Sarkozy, puisque l'artiste a réussi à foutre la France par terre en un quinquennat. Mais quand on regarde les commentaires, les analyses sur le verdict du personnel politique, parce que les Français, globalement, ils s'en foutent, donc, qui, je doute d'ailleurs, s'appuie sur les 380 pages du jugement, c'est assez amusant. Alors, on a la gauche qui applaudit avec un petit plaisir sadique, persuadé qu'elle a tué un facho. La droite s'oblige à sortir du bois parce qu'elle a jamais rompu avec le sarkozysme, qui pourtant l'a dépecé de ses électeurs. Et le centre, ils ont compris que la politique, le politique était le plus intouchable. Parfois même, il était une cible de choix pour certains magistrats qui réinventent le mythe du grand inquisiteur et surtout si le politique est jugé un peu trop à droite du centre. Mais on va reconnaître qu'à droite, c'est quand même assez fou parce que les types sont pas rancuniers. Le type, il a trahi tout le monde, il s'est représenté à une primaire où il s'est fait foutre dehors, il a pourri la campagne de celui qui menait son camp ensuite, il a fait des papouilles à Macron qui a fini de dépecer les LR, et pourtant il le défend encore bas des ongles en transformant le fossoyeur en martyr tout en faisant croire que c'est la France qui trinque. Alors, le mieux pour se faire une idée, pour savoir si c'est vraiment un acharnement des juges ou si Sarko est une crapule, il faut lire évidemment les 380 pages, je conçois que ce soit un peu embêtant, surtout si on n'est pas juriste. Et on va découvrir notamment que le jugement ne repose pas sur une preuve matérielle unique. Alors ça, c'est la grande défense de Sarko. Par exemple, un virement bancaire directement attribué à sa campagne. C'est évident que généralement, quand on cache les trucs, on signe pas. Mais sur un faisceau d'indices. Et ça, ils disent pareil, c'est un faisceau d'indices, c'est pas bien et tout. Le faisceau d'indices, c'est quand même ce qui a fait tomber Tapi, Cahuzac, Clearstream, Kerviel, tous les trucs d'affaires médiatico-financières, politiques. Alors, on a eu la confirmation, en lisant les 380 pages, que Sarkozy a bien donné son aval pour qu'Hortefeux et Guéant rencontrent des intermédiaires libyens, donc parmi eux Abdallah Senoussi, qui est un type hyper sympa, qui a été condamné pour terrorisme, qui a 140 morts français sur la conscience, qui était recherché par la France. Bref, un type honorable. Plusieurs témoignages évidemment confirment que Sarkozy a bien demandé des bifetons à Kadhafi. Les juges ont la preuve qu'il y ait des circulations d'espèces, alors c'était pas des millions, c'est des dizaines de milliers d'euros pendant la campagne, qu'il y a eu des retraits un peu suspects par des intermédiaires comme Gobert par exemple, sans parler du coffre bancaire utilisé par Guédan. Alors c'est pas le petit coffre bancaire de Richard de Sées, c'est le coffre où on met 3 studios de Radio Courtoisie là-dedans. Comment ça, petit 3 studios de Radio Courtoisie, c'est quand même un gros coffre, quoi. Et c'est Place de l'Opéra à Paris, c'est un truc assez central, et qu'il a utilisé jusqu'en juillet 2007, donc quelques mois après la campagne. Il s'est rendu à cette reprise, il a déposé initialement une petite cantine le 23 mars, puis il est revenu après l'élection pour le consulter. Puis je parle pas de sa vente de tableaux flamands, évalué à 500 000 euros, en tout cas surévalué à 500 000 euros en 2008. Bref, des exemples comme ça, si vous voulez, il y en a une palanquée, quoi. Alors en revanche, les juges ont éliminé les 2 tiers des accusations. Des indices ou des preuves qui n'étaient pas super crédibles, comme le fameux document de Mediapart. Bref, ils ont été plutôt précautionneux pour une fois. Et résultat, ils n'ont pas la preuve que Sarkozy a utilisé l'argent, ni le montant. Ils n'ont rien trouvé dans ses comptes perso, ni ses comptes de campagne. Et c'est pourquoi ils ont mis l'association de malfaiteurs.
C'est-à-dire, c'est un casse, ils ont la preuve qu'il est le cerveau, qu'il a tout manigancé, mais ils n'ont pas pris en flagrant délit et puis ils n'ont pas retrouvé l'argent. Donc pour faire vite, au vu des tonnes de preuves indirectes et d'indices concordants, ils ont eu l'intime conviction qu'il y avait bien association de malfaiteurs. Alors je reconnais qu'il y a des choses un peu bancales dans le jugement. Déjà, le fait de ne pas dessaisir un juge qui participe à une manif contre Sarkozy, c'est quand même pas très fin. Et que l'exécution provisoire apparaît un peu comme un ex-exel. Mais honnêtement, c'est quand même très peu comparé aux éléments à charge qu'on retrouve contre l'ancien président. En revanche, cette première, pour un ex-président, peut poser des questions. Parce que si la juge en question n'est pas une juge rouge, comme on l'a faussement dit un peu partout, les rouges bien vifs, il y en a, et pas qu'un peu. Donc, et se retrouver devant l'un d'eux avec cette sorte de jurisprudence Sarko peut un peu effrayer. Imaginez un juge gauchiste qui débarque dans les locaux de Radio Courtoisie, qui tombe sur les pompes en croco de Richard II ou le caleçon en alpaga de Bouclé. Il y a fort à parier qu'il les enverrait bouffer des oranges au mitard. Donc, évidemment, on peut se poser la question, faut-il maintenir ce mécanisme ou au contraire exiger uniquement des preuves matérielles et vérifiables ? La corruption, le blanchiment, le trafic de stupes, tout ça, même le terrorisme, c'est organisé d'une telle manière que ça laisse aucune trace directe généralement. Et donc interdire le recours aux indices reviendrait à garantir une impunité presque garantie pour les ordures. On le voit avec le dopage dans le cyclisme, quand il faut tricher, on devient super malin, super inventif, et puis il n'y a pas de limite dans le progrès. Mais en effet, l'absence de preuves matérielles peut ouvrir la voie à des condamnations qui reposent sur des interprétations un peu contestables. Donc tout repose sur la confiance des magistrats, c'est-à-dire qu'en l'état, ça peut pas très bien marcher. Donc il faudra évidemment renverser la table, tout remettre en ordre, mais encore faut-il être audible pour le dire, et ça commence par surtout pas défendre un type bien loin d'être innocent, et qui n'est surtout pas une victime. Alors, il nous reste quelques minutes. Arthur de Vatrigan, cette analyse que vous avez développée, vous l'avez développée en étant l'un des rares journalistes à avoir lu effectivement l'intégralité du jugement. Je voudrais d'abord vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit commençons par lire le jugement avant de commencer par commenter la décision ? Parce que je trouvais l'immédiateté des analyses, des commentaires m'ont un peu surpris. Une heure après que le verdict était tombé, il n'y avait pas que plein de journalistes dans la salle d'audience, ils n'ont pas tous écouté les 4 heures de la lecture du verdict. Tout le monde avait un avis très précis. Et alors le matin, c'était au niveau des éditos, c'était festival, quoi. C'était immédiatement, on reprenait les petits arguments, en tout cas qu'on connaissait publiquement, à savoir le vrai faux de Mediapart ou le faux vrai, je ne sais pas. La juge qui a manifesté, mais ça se limitait à ça. Et puis le truc association de malfaiteurs. Je suis pas premier abord, je suis pas un grand fan des juges, encore moins des magistrats du PNF. Mais ils sont pas aussi stupides que ça pour virer les 2/3 des accusations et garder uniquement l'association de malfaiteurs parce que c'est le truc qui reste. Puis comme ça, ils ont leur vengeance. Même s'ils sont bougrement gauchistes, a priori, ils connaissent un peu le droit, ils vont faire en sorte que ça passe un peu, de manière un peu plus crédible que ça. Et donc je trouvais ça douteux, et donc je me suis farci des 380 pages. Alors moi, je suis pas juriste du tout, donc il y a plein de trucs que je comprends pas. Et honnêtement, c'est juste un ressenti. Hein. C'est pas, ça se trouve, il y a plein de trucs juridiquement qui sont pas justes, qui sont faux, voilà, c'est pas mon métier. Mais c'est que sur 400 pages ou presque, à partir du moment où c'est d'un faisceau d'indices, comme ils disent, qui a forgé une intime conviction, quand on lit, n'importe qui lit les 400 pages, va lui aussi avoir une intime conviction, ou en tout cas un doute. En fait, ce faisceau d'indices qui forge une intime conviction, c'est exactement comme ça que fonctionne n'importe quelle politique pour prendre une décision, n'importe quel journaliste pour avancer dans son enquête. Oui, alors après, là, le problème, c'est que nous, quand on fait un papier, on envoie, à part Mediapart, on n'envoie pas quelqu'un en prison, généralement. Donc, les conséquences sont moins importantes qu'un juge. J'aime beaucoup les journalistes et j'ai un immense respect pour ce métier, mais les conséquences ne sont pas les mêmes qu'une décision de justice. Et je ne me souviens plus de votre question. Non, c'était une remarque. Mot association de malfaiteurs, oui. On en parlait avant-hier dans Restons Courtois avec Frigide Barjot et Denis Perrin. Ça paraissait abominable parce qu'il y avait le mot malfaiteur dedans, comme si la qualification de l'infraction était en elle-même déjà une infamie. C'est vrai qu'en plus, dans les malfaiteurs et Sarkozy, évidemment, tout le monde dit ça va pas ensemble, pas du tout. C'est une dissonance cognitive atroce. Évidemment, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Là, on a entendu des journalistes et des politiques. Mais en fait, c'est une affaire qui intéresse que les journalistes et les politiques. Les Français s'en foutent de cette affaire. Et quand ils s'y intéressent, ils pensent majoritairement qu'il est coupable et que c'est pas un innocent. Et la dernière étude qui est sortie, c'était avant-hier. Voilà, l'étude d'opinion. Donc, il faut savoir qu'on est... en fait, c'est un système.
Et dans ce système, il y a des règlements de compte et des gens du système qui commandent ce règlement de compte. Parce que les magistrats et les Sarkozy, c'est un règlement de compte dans un système. Ils voulaient se les farcir, ils ont traité de petits pois sans saveur, ils ont manifesté, ils ont dit on va se le payer. Puis comme en plus il a pas l'air d'avoir les fesses très propres, peut-être qu'on va trouver des trucs. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu un acharnement, ou en tout cas qu'il y a eu beaucoup de moyens mis à disposition, 200 enquêteurs spécialisés, une douzaine de magistrats, ça a dû coûter assez cher en argent public. Et évidemment que n'importe quel Français qui se retrouve victime d'une escroquerie ou d'une violence ou d'un délinquant, bah, son bourreau va pas avoir les mêmes. La justice va pas investir autant de moyens ou les mêmes moyens sur le bourreau du Français moyen. Ça, c'est évident. Comme par exemple pour l'affaire Fillon, la justice sera jamais aussi rapide. Il y a un traitement de faveur, c'est évident. Mais encore une fois, même s'il y a un traitement de faveur, même si il y a au départ une volonté de se farcir quelqu'un parce qu'on l'aime pas, parce que il a attaqué ma profession, parce que tout simplement je renifle un type un peu malfaisant, au final, Fillon était coupable, Sarkozy est coupable, même Marine Le Pen a des proportions qui sont pas les mêmes, elle a triché, elle a détourné un truc qui était... elle a trahi le droit. On peut contester le fait qu'utiliser l'argent... que ce soit en Europe ou en France, où le souci, ou qu'on utilisait un attaché parlementaire européen en France, ça pose pas un problème, mais en tout cas, la loi est comme ça. Ce ne sont pas des innocents. Alors après, évidemment, le degré de culpabilité n'est pas le même et les conséquences non plus. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Et Ligne droite, Nous avons de la visite. le face-à-face. Et voilà, face à face entre Rodolphe Carte, champion de Louis Sarkozy, et Arthur de Vatrigan, vénérateur de longue date de Nicolas. Alors, à votre avis, lequel de vos deux camarades est le plus corrompu, le moins susceptible d'aider les Français ? Est-ce que le fils surpasse le père en ignominie, ou est-ce qu'au contraire, le père est véritablement le champion hors catégorie de toutes les infamies possibles ? Le Arthur de fils, Vatrigan, défendez Nicolas. Le fils va quand même devenir un même plus rapidement que son père, si on regarde. C'est ça qui est assez amusant. On se moque déjà de Louis Sarkozy, l'histoire des mangues ou les choses comme ça. Son père a mis un peu de temps. Alors les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés, je vous l'accorde, autant de baladures, ou même autant était maire de Neuilly et qui voulait birer. Rappelez-vous cette phrase géniale, « Donne-moi le petit noir » quand il y a Human Bombs, qui est donc le preneur d'otages de l'école. Bon, il y a déjà un côté même chez Sarkozy, mais Louis Sarkozy, je pense, va dépasser son père dans la mémitude. Ensuite, je connais pas suffisamment Louis Sarkozy, mais il y avait Alexis Poulain qu'on avait dans Restons Courtois lundi, lundi d'avant, je crois, qui avait une remarque assez intéressante. Vous savez, on parlait du fils Zidane qui était nul au foot et donc qui a dit je vais prendre la sélection d'Algérie parce que l'équipe de France est nulle. Alexis Poulain dit Sarkozy c'est pareil. En fait, aux États-Unis ils en veulent pas, donc il vient en France pour essayer de faire carrière. On est devenu une Ligue 2 en fait en France. Donc c'est assez humiliant finalement. Alors, réagissez. Est-ce que vraiment Louis Sarkozy n'est que comme ça la pâle copie de son père ? Après, il faut peut-être être numéro 1 dans son village que d'être numéro 2 à Rome. Donc, c'est peut-être le destin auquel il est prédestiné. Après, comme je vous l'ai dit, même si, bien évidemment, j'ai fait un livre critique sur sa personne, critique sur ses idées politiques, je trouve quand même, tout de même, d'un meilleur niveau, on va dire, que la classe politique générale. Il a fait ce livre sur Napoléon, grand bien lui fasse. On le sent quand même, en tout cas, d'un meilleur niveau. Alors, sur le côté devenir un mème, comme l'a très bien dit Arthur, ça fait aussi partie de la politique moderne de devenir un mème. On devient viral, on devient donc phénomène, j'ai envie de dire, de communication, caisse de résonance autour de soi. Donc, ça fait partie aussi de la chose. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que sur l'affaire des mangues, c'est vrai que ces déclarations étaient d'une ineptie totale et assez délirante. Alors, je crois que si l'un de vous deux avait la gentillesse de résumer cette affaire des mangues pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui ne sont pas forcément aussi attachés à suivre tous les faits et gestes de Louis Sarkozy. C'est dans un entretien avec un journaliste, il nous a fait une déclaration sur les mangues qui était digne d'une des plus belles déclarations de Jean-Claude Van Damme à l'époque. Vous savez, donc c'est une déclaration mi-philosophique, mi-vague, on ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Et d'ailleurs, juste derrière, il a repris le fait que toute la sphère, on va dire numérique, se soit fichu de sa tête en prenant les fameux citrons de Menton cette fois-ci. Donc là aussi, pour toujours filer la métaphore. Donc oui, il surjoue un personnage, mais comme je vous l'ai dit, en plus, je pense que ça le dessert. Il a tout intérêt à jouer plutôt sur sa fraîcheur. Il est jeune, il est plein d'allant, il est plein d'énergie, mais on sent directement qu'il essaie de rentrer dans les
dans le costume en tout cas, peut-être trop large de son père. Son père, on pouvait lui faire évidemment, et Arthur l'a très bien dit, tous les reproches du monde possible, mais c'est vrai que pour le coup c'était une vraie bête politique. C'est vrai que ces gens-là sont vraiment, j'ai envie de dire, quasiment d'un autre type, d'une autre race. Vraiment la personnalité politique, l'homme politique est vraiment une espèce à part entière, j'ai envie de dire, parmi nous, pauvres humains. Et donc oui, là-dessus, je pense qu'il rentre un peu trop vite dans son personnage, mais par contre, il sait aussi, j'ai envie de dire, prendre un peu son temps, et on le voit aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans ce système où le père mise sur Darmanin et lui mise plutôt sur Retailleau, il sait aussi, pourquoi pas, se faire le chevalier servant à venir de la possible candidature de Bruno Retailleau pour l'élection de 2027. Donc voilà, ouais, c'est peut-être les points positifs, en tout cas, qu'on peut lui allouer. Mais en fait, on est vraiment dans la nouvelle aristocratie, quoi. C'est le népotisme à plein régime. Et d'ailleurs, je me suis fait cette remarque parce que j'ai eu la mauvaise idée de regarder le dernier film de Cédric Clapiche, L'Avenue de l'Avenir, je crois, que ça s'appelle comme ça. Et j'aime beaucoup Clapiche habituellement, mais là, au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus et je trouvais les acteurs vraiment nuls, mais mauvais comme des cochons. Et Clapiche est plutôt un bon directeur d'acteurs. Et puis la plupart, je les connaissais pas, donc j'ai regardé le casting. Bah, il y a 10 fils d'eux ou filles d'eux. C'est fascinant. Et en fait, comme dans la littérature, donc même en politique, en fait, on n'échappe pas à ça. Donc c'est la nouvelle aristocratie, sauf qu'ils ont oublié que l'aristocratie, c'est avant tout le plaisir de se donner de plus en plus de devoirs. Et lui, c'est de plus en plus se servir, en fait. Ces gens-là veulent se servir. Donc je vois bien que Louis Sarkozy est plutôt malin, peut prendre son temps, mais disons que quand on n'a même pas 30 ans et qu'on fait la une de Paris Match avec maman, fiston, les tatouages et compagnie, je me dis qu'il a des parrains comme Bouygues assez sympathiques, des réseaux de papas qui vont servir. Mais encore une fois, ce type n'a rien prouvé et existe uniquement parce qu'il s'appelle Sarkozy et qu'il a l'entourage servile de son père. Mais que sinon, si je reviens sur les mangues, en effet, c'était assez amusant et ça m'a fait tout de suite penser à Van Damme. Donc évidemment, je me suis refait la compile des meilleures déclarations de Jean-Claude Van Damme derrière. Mais à la différence de Sarkozy, Van Damme, il y a quand même une analyse derrière. Il y a quand même un raisonnement. Alors qu'on peut penser complètement absurde, mais il essaye de raisonner. Et Sarkozy, il n'y a pas de raisonnement, quoi. Il déclare un truc comme ça d'un coup, complètement absurde. Je veux dire, c'est le type qui va en jet privé dans le désert pour avoir très chaud et qui revient en disant, vous savez, le truc le plus beau dans ma vie que j'ai vu, c'est une bouteille d'eau fraîche quand j'étais dans le désert. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le riche qui découvre, parce qu'il est riche et parce qu'il a les moyens, des choses que n'importe quel Français sait, en fait. Mais d'ailleurs, la logique népotique, pour moi, c'est vraiment aussi l'un des derniers symptômes, justement, de cette République qui n'arrive plus à se renouveler. C'était une des thèses dans l'un des derniers livres d'Emmanuel Todd, La guerre des classes, il me semble, au XXIe siècle. Peut-être que je me tourne sur le titre. Mais il montrait véritablement que cette incapacité pour le régime républicain de faire monter un nouveau sang pour régénérer, d'où la phrase aussi qu'avait sorti Carla Bruni justement sur le vieux sang pourri des Français, mais là dans le bon sens du terme. C'est vrai que la République avait eu cette intelligence pour justement installer et aussi se donner une certaine légitimité de faire monter des élites légitimes, de faire monter des élites du peuple. On voit aujourd'hui qu'il y a véritablement, pour le coup, un vrai plafond de verre qui s'est fait. Une partie des élites, ou en tout cas des énergies aspirantes à avoir des positions, ou en tout cas certaines positions pour justement compter dans la vie politique française, mais même dans d'autres domaines comme le domaine économique, on voit aujourd'hui qu'il y a un véritable plafond de verre. Et à mon avis, de manière assez pertinente, Emmanuel Todd montrait que le fait de laisser en bas des énergies vives allait constituer, pourquoi pas aussi, les possibles meneurs de demain qui allaient emmener à un mouvement de circulation des élites, ou en tout cas peut-être un mouvement qui allait renverser la table. Donc c'est aussi intéressant de voir justement ce recyclage de mauvaise aristocratie, vraiment dans le mauvais sens du terme, et on voit que cette incapacité à se renouveler, même en haut, est aussi un des nombreux symptômes de cette dégénérescence qui la consume, justement. Et en tout cas, cette capacité peut-être à conserver en bas certaines énergies, ou en tout cas certaines capacités, certaines intelligences, pourquoi pas nous permettre aussi de permettre ce mouvement, en tout cas de révolte et de contestataire dans les années à venir. Sur ce népotisme, donc en politique, en culture, enfin, on ne compte plus le nombre de fils et filles et neveux et nièces d'eux qui se lancent au cinéma et dans la musique. Et est-ce que véritablement c'est
cette élite des années 80-90 qui s'accroche au pouvoir et avec une certaine impudence nous fourgue ces gamins qui tous d'ailleurs expliquent qu'ils ont été rebelles et particulièrement maltraités par la vie, ou est-ce qu'au contraire on peut penser que en bon bourdivain qu'il y a une reproduction des élites qui est très institutionnalisée en France? Il y a une reproduction qui est institutionnalisée, mais je l'appellerais pas ça une reproduction d'élite, parce que déjà les parents étaient nuls. Alors les enfants, étant donné qu'en fait les parents sont les parents de leur génération, c'est-à-dire que c'est des égoïstes. Alors la seule chose de généreux qu'ils ont fait, c'est avoir des enfants, mais ils ont rien transmis. Quand on regarde Louis Sarkozy, son père, on se dit une rupture à un moment, quoi. Il y a quelque chose, il y a une admiration pour son père, voilà. Mais je suis pas sûr que Nicolas ait transmis beaucoup de choses à Louis directement. Et donc cette génération a rompu la transmission. Donc ce sont des enfants d'élite nulle qui sont encore plus nuls que leurs parents. Donc, et si vous regardez, ce qui est assez amusant, sous Louis Sarkozy, en fait, il faut quand même 3 types au chômage, hein, parce qu'il fait de la politique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un type qui va pas se présenter à Menton. Il a écrit un bouquin sur Napoléon, donc le type qui voulait écrire un bouquin sur Napoléon, il s'est fait doubler par Sarko. Il y a un bouquin sur Napoléon qui paraît chaque jour que Dieu fait à la surface de la planète. Donc, et il est chroniqueur à la télé, il n'a pas épuisé le sujet. Donc il a bouffé la place d'un chroniqueur. En fait, comme ils sont nuls partout, il faut qu'ils soient partout. Et donc il est à la télé, il est historien, il est politique, il va devenir chroniqueur sportif. À mon avis, il va remplacer son père au Parc des Princes bientôt pour faire le recrutement du PSG avec le Qatar. Voilà, c'est ça le problème. Vous regardez, ils sont partout. Ils sont pas que dans un truc, parce que comme ils sont nuls, ça se verrait s'ils étaient que dans un endroit ou dans un métier. Donc ils sont partout. Mais là où c'est intéressant, je vous écoutais sur l'Amérique de Trump, je pense que le type qui a raison, c'est Dinine et les post-libéraux, quoi. Je veux dire, la chance de Trump, c'est d'avoir perdu à cette deuxième élection pour pouvoir créer des élites. Si on prend, je veux dire, le populisme, c'est bien, mais c'est assez limite. Si on fait que du rejet, ça sert à rien. Donc la question, c'est comment on crée de nouvelles élites. Et en effet, on recevait hier un jeune Québécois, comme quoi il y a les fils d'étrangers peut-être rebâtiront nos remparts, même s'ils sont français quand même, qui expliquait qu'il croyait vraiment à la génération Z comme sursaut conservateur. Sur le papier, on trouve ça bizarre, comment des types dégénérés peuvent être un sursaut conservateur. Mais en effet, comme les élites squattent le haut, en bas, il y a en effet quelque chose, une matière vive intéressante, des types qui ont un ressentiment parce qu'ils ont compris qu'ils ne recevaient pas sans forcément mettre des mots dessus, mais donc ils vont chercher et donc se forger quelque chose comme une sorte de revanche. Et donc je pense en effet que si c'est pourri là-haut, au bout d'un moment, ça va s'effondrer et il y aura une relève qui aura le couteau entre les dents, mais qui aura des vraies idées, une vraie volonté et peut-être une notion du bien commun chevillée au corps. Et ce qu'il y a de fascinant, effectivement, c'est que les conservateurs américains ont bâti, avec Trump, qui est une espèce d'accident historique heureux, mais depuis en fait plusieurs décennies, et on le voit bien sur la manière dont ils ont réussi à créer des juges qui peuvent enfin être élus à la Cour suprême en provenant d'une école du droit qui a été fondée il y a plus de 50 ans. Et donc, voilà, donc ils ont préparé la relève avec beaucoup de ténacité, avec évidemment le système américain qui permet des financements privés que l'université française interdit. Et on a l'impression qu'en France, justement, la droite sarkozienne, la droite UMP, la droite LR est incapable, en fait, de susciter quelque chose de nouveau, et elle n'est capable que de recycler les vieux militants qui deviennent peu à peu de mauvais présidents de parti. Je parle évidemment de Laurent Wauquiez, où elle n'est capable que d'aller chercher les fils et filles d'eux, d'ailleurs, sans même d'ailleurs les soutenir. Emmanuel Brisson s'est fait bananer à la présidence des Jeunes Républicains. Pourquoi est-ce que la droite institutionnelle, la droite de gouvernement, la droite de raison est à ce point-là un fruit sec? Bon, on connaît tous la tripartition de René Raymond sur les droites, mais il y a peut-être, à mon avis, une lecture qui est peut-être encore plus intéressante, c'est celle de Fabrice Boutillon, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un historien qui a montré qu'en réalité, le pouvoir qui s'est installé en France depuis 2 siècles, c'est le pouvoir orléaniste. Et que le pouvoir orléaniste, si vous voulez, aujourd'hui, on peut, le représenter comme par le bloc central. Et il montrait que justement, depuis 2 siècles, le véritable pouvoir, c'est ce pouvoir orléaniste qu'on peut qualifier d'arrivée au moment de Louis-Philippe, parce que l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, c'est l'arrivée des banquiers, c'est l'arrivée de la finance, c'est l'arrivée des futurs technocrates qu'on va connaître. Et en fait, Fabrice Boutillon montre très bien que les seules parenthèses où on a réussi à dépasser ce clivage, c'est au moment, par exemple, de l'aventure du général Boulanger, même de Napoléon III. Et cette rencontre entre, à chaque fois,
un peuple, ou en tout cas on va dire une élite, une certaine aristocratie et un peuple contre les corps intermédiaires, les juges, les corps financiers, les corps industriels, etc., etc. C'est à partir de ce moment-là où on a eu une parenthèse nouvelle de la politique. Et en ce moment, la politique Trump, c'est vraiment une rencontre, et Arthur l'a très bien dit, ce n'est pas un populisme bas de gamme, ni même marxiste, de pure opposition entre un haut et le bas. C'est un bas avec un nouveau haut qui veut contrecarrer le haut, si je puis dire. Et les Américains, là-dessus, nous ont ouvert la voie, une voie intéressante qu'ils qualifient eux-mêmes d'aristopopulisme. Et c'est vrai que cette rencontre entre une nouvelle élite montante, nationaliste, patriote, conservatrice, avec le peuple contre les corps intermédiaires, les anciens corps intermédiaires que vous avez capturés et qu'on peut mettre dedans les LR, bien évidemment, à mon avis, c'est une perspective intéressante. Et d'ailleurs, on la retrouve de manière assez historique et intéressante dans notre histoire française. J'ai envie de dire que même l'avènement de la dynastie des Capétiens, déjà à l'époque de la monarchie, va se faire contre les grands féodaux. Ah la vache, on termine avec les Capétiens comparés à la dynastie des Sarkozy. Bon, c'est le moment de vous dire au revoir. Mais merci beaucoup Rodolphe Carte, merci beaucoup Arthur de Vatrigan, et à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie.